et salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française. Et aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale autour du design et de l'artisanat d'art. Chic, version française, c'est maintenant. Ce n'est pas de la pub, c'est une œuvre d'art. Julien Raoult est peintre en toutes lettres. De la poésie, de la légèreté et de l'humour, c'est tout ce dont on a envie. Hubert Le Gall en met dans tous ces objets luxueux et poétiques. Comme la Samaritaine, grand magasin qu'il a longtemps abrité, on trouve tout dans le premier arrondissement. On vous montre ? De la lumière et du papier, c'est tout ce qu'il faut à Lorraine Collin pour nous émerveiller. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés design de la semaine. On peut louer une voiture, une perceuse, une robe de soirée ou même un appareil à raclette. Alors pourquoi ne pas louer une œuvre d'art contemporain ? Tellement plus beau et facile à l'emploi. Vous l'accrochez, vous l'admirez. Et oui, ça fait du bien. Des artothèques fonctionnent comme les bibliothèques. Il en existe une quarantaine en France, à Paris, Lyon, Caen, Nantes ou encore Angers. Comment ça, vous n'êtes pas encore allé au MUSEM ? Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée est pourtant entré dans le cercle des 50 musées les plus visités au monde. On a beau être à Marseille, on n'exagère pas. Dehors c'est beau, dedans c'est passionnant. Anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l'art et art contemporain se croisent dans cette institution vivante. All Gone a 10 ans et la sortie du tome 10 de la Bible de la culture street art est un événement. Édité et conçu depuis l'origine par la MJC et Michael Dupuy, l'objet est une œuvre en soi. 1500 exemplaires seulement, les précédents volumes sont tous sold out. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Kim Roselier, c'est cet artiste à la créativité démentielle qui révolutionne la pratique de l'aquarelle et nous donne envie de razzia. Ses illustrations et portraits résolument contemporains croisent la poésie au graphisme, pour un rendu charnel où les corps se connectent, en bref, des bouts d'histoire qui ressemblent à la vôtre, à celle du voisin ou à la nôtre. Plus poétique qu'une affiche, plus lisible qu'un graffiti, plus légal que le street art, le talent de Julien Raoult s'exprime sur les murs et les vitrines de Paris. Il est peintre en lettres, un point c'est tout. Julien Raoult est un homme de lettres, et au sens propre. Depuis quelques années, il s'est en effet lancé dans le métier peu connu de peintre en lettres. Alors qu'il pratique le graffiti dès l'adolescence et qu'il a suivi des études aux Beaux-Arts de Nancy, son premier boulot de maquettiste pour un magazine ne l'enchante pas plus. Lassé d'être assis derrière un bureau et attiré par une expérience plus manuelle, il choisit de s'orienter vers un métier à l'ancienne. Le métier a quasiment disparu dans les années 60 avec l'arrivée de l'ordinateur. Et voilà, tous les peintres en lettres de l'époque, presque tous, se sont dirigés dans l'autocollant. Pourtant, le métier refait surface. Aujourd'hui, ça revient vraiment sur le devant de la scène parce que les gens ont envie d'avoir quelque chose de plus humain, avec des lettres avec ces petites irrégularités. On sent que c'est de la peinture, on voit la matière de la peinture, les traces de pinceau. Pour sûr, voilà un métier où les journées ne se ressemblent pas. Un jour, il peint la vitrine d'une boulangerie, un autre les panneaux d'une écurie. Les supports sont variés, les techniques de lettrage aussi. Ça peut être un travail très calligraphique où on réalise la lettre en un seul coup, en un seul trait. Mais ça peut aussi être un travail de lettrage, vraiment, où là, c'est une construction de la lettre en plusieurs étapes. Donc là, je parle vraiment de la peinture, mais ça peut aussi être de la dorure aussi. L'avantage de la peinture et de la dorure, c'est que ça fonctionne sur quasiment tous les matériaux. Le point commun, c'est encore et toujours la lettre. Il aime aussi le dessin, mais la lettre, c'est la forme qu'il a choisie pour s'exprimer et laisser sa marque un peu partout dans Paris. Il y a vraiment beaucoup de règles assez précises dans ce domaine et en même temps une liberté infinie. Le fait de peindre des lettres, c'est aussi transmettre un message, donc ça peut être un message très commercial, très publicitaire, mais aussi quelque chose qui viendrait peut-être perturber, ou en tout cas ça attire l'attention. Selon les chantiers, le client a une requête très précise ou lui laisse une certaine liberté. Pour se rendre compte des différentes facettes de son métier, le plus simple, c'est encore de le suivre dans son quotidien. Ce jour-là, Julien doit peindre la vitrine d'une boulangerie poilane. Le travail consistait à reproduire leur logo en peinture sur la vitre, donc à l'extérieur, à l'endroit, de façon la plus fidèle possible. Ça m'arrive aussi
de reproduire des logos ou des typographies déjà existantes et extrêmement précises. C'est peut-être le côté plus moderne aujourd'hui, c'est de réaliser des logos vraiment au millimètre près. Quelques jours plus tard, il travaille pour un projet très différent au Novotel des Halles à Paris, où il a davantage de liberté et où il teste différentes techniques de dorure. L'idée était de repeindre des vieilles enseignes sur les vitres. Donc là, ce sont vraiment des lettrages originaux que j'ai dessinés moi-même sans passer par l'ordinateur. Et quand Julien nous raconte qu'il aime son métier aussi parce qu'il lui permet de découvrir des lieux exceptionnels, on le croit. Il faut dire que ce jour-là, on l'a accompagné aux Grandes Écuries de Versailles, qui accueillent l'Académie équestre menée par Bartabas. Son chantier, peindre sur des panneaux les noms et les races des chevaux de cet endroit prestigieux. Nous nous sommes mis d'accord avec le client par rapport à un style de typographie à respecter. Il y avait déjà des panneaux existants à la base. L'idée, c'était de reprendre un petit peu cette typographie. Je l'ai revue un petit peu, moi, à ma sauce. On est vraiment dans le mouvement, plus dans la spontanéité. Par rapport au travail originel qui utilisait le pochoir pour des lettres parfaitement identiques et nettes, le travail de Julien tient plus de l'interprétation personnelle et de la calligraphie. La réalisation est donc d'autant plus exigeante. Proportion, cohérence entre les panneaux, tracés au crayon blanc. Avant de se lancer dans les coups de pinceau, il y a eu toute une préparation en amont. Après Picabia et Zanzibar, qui sait quels seront encore les prochains mots esquissés par Julien ? En tout cas, on lui souhaite encore plein de E, de M, de A, de petit p, de grand P et d'autres accents circonflexes ou de points sur les i. Hubert Le Gall exerce son art dans un lieu qui lui ressemble, une cité d'artistes au charme indescriptible. De son imagination et de cet atelier bien caché sortent des objets poétiques et luxueux. C'est dans la cité des Fusains, une des dernières cités d'artistes de Montmartre, que nous découvrons l'atelier d'Hubert Le Gall. Un lieu chargé d'histoire et de création, puisqu'il fut bien avant l'atelier du peintre Pierre Bonnard. Hubert Le Gall est un de ces artistes qui nourrit notre imaginaire. Pris de passion pour le mobilier moderne et les arts décoratifs, ce qu'il aime au travers de ses créations, c'est faire de nos espaces quotidiens un monde plein de poésie. De son imagination débordante naissent des meubles fantaisistes. Zoomorphie, abstraction géométrique, au fil des années, son travail se renouvelle et surprend. Ce qui m'importe, c'est qu'il ait une sorte l'arrière, voilà, se termine ici, avec un retour ici. C'est madame, et l'idée c'est quand même que ça fasse comme si c'était un peu ses ailes. Et le travail à l'atelier, c'est justement son secret. La chance et puis la façon dont on travaille depuis l'origine ici, c'est que Boris et Marc ont fait l'école Boulle. Ils sont mes assistants depuis presque 20 ans. Et au fond, on passe très vite, effectivement, du stade de dessin au stade de prototype. Parce qu'on peut aller bidouiller quelque chose à l'atelier, souder 3 morceaux de fer. On se rend compte que quand on a la matière au bout des doigts, on va plus loin. Enfin, généralement, on va plus loin que quand on est derrière son écran. Il y a la matière guide, elle nous emmène avec elle. C'est-à-dire que si je fais quelque chose en plâtre dans l'atelier ou si je le fais en terre, si je le sculpte, il y a des formes, la main va avoir envie de continuer une forme. Il y a un ressenti qui n'est pas le même. Et c'est peut-être parce que ce métier créatif et manuel le passionne lui-même qu'Hubert arrive à nous toucher. Une attirance et une sensibilité à l'art en général et aux arts décoratifs en particulier qu'il a depuis bien longtemps. Les premiers souvenirs que j'ai à l'école, c'est les souvenirs de mes dessins et de mes travaux manuels. Alors c'est vrai que quand on commence à l'école, on en fait beaucoup. C'est la première mode d'expression avant les dictées. Mais je me souviens que j'ai changé mes dessins contre les dictées de mes copains. Donc au fond, j'ai envie de vous dire que j'ai toujours aimé faire ça, que les arts décoratifs, c'est ce qui m'a toujours passionné. Pour moi, l'art et l'art décoratif, au niveau où je le place, il y a une sorte de vision globale. Et on est dans une période où effectivement la perméabilité de tous les domaines est de plus en plus forte et où les architectes deviennent des designers, les sculpteurs se mettent à faire du mobilier, les designers se prennent pour des artistes et ainsi de tout ça. Tout le monde mélange tout et finalement, ça me convient assez. Faire de l'utile et du beau, du mobilier et de l'art. Au gré de ses envies créatives, il explore différentes couleurs et surtout matières. Le bronze, son matériau de prédilection, mais aussi la porcelaine et le verre, par exemple. Et pour cela, il s'entoure d'artistes français, un savoir-faire auquel il tient beaucoup.
Je crois que c'est ma fascination pour l'artisanat d'art qui m'a fait faire ce métier. Peut-être aussi que, n'ayant pas fait de formation, justement, par exemple l'école Boulle ou d'autres écoles qui vous apprennent un métier au bout des doigts, j'ai toujours eu cette envie, à travers, je dirais, mes collaborations, c'est de travailler non seulement avec des artisans d'art, mais aussi des grandes manufactures d'art. Donc, ce que j'offre à mes collectionneurs, c'est cette qualité de savoir-faire, cette originalité dans mon travail, et quelque chose voilà, qui continue cette histoire, cette tradition française, du goût du mobilier, du goût des arts décoratifs. Mais son travail ne s'arrête pas là, car Hubert Le Gall est un artiste polyvalent. Il est à la fois créateur, designer, mais aussi scénographe, son autre manière à lui de nous raconter des histoires. Alors, repassez-moi dès le départ le truc. Et des scénographies d'exposition, il en fait environ une dizaine par an. Pourtant, dans toutes ses formes de création, Hubert a trouvé son équilibre. J'ai des périodes de créativité où finalement j'ai envie d'arrêter tout, parce que d'abord peut-être je tourne en rond, il y a un moment où on a besoin de se renouveler, et c'est à ce moment-là que les scénographies finalement me changent l'esprit, me font faire autre chose. Et puis par moments, c'est vrai que les scénographies, j'en ai, je passe beaucoup de temps, et tout à coup il y a la priorité de mon expo personnelle, et du coup voilà, je me consacre à ça. C'est assez agréable finalement de se diversifier et de se reposer d'un sujet pour aller vers un autre. En tant que scénographe, il raconte de belles histoires, celles des œuvres et de leurs artistes. Véritable architecte de l'ombre, c'est lui qui travaille couleur, éclairage et volume pour porter et magnifier de la plus petite œuvre à la pièce majeure. Un travail d'équilibriste où il faut savoir rester en retrait, ce qui n'est pas un problème pour l'artiste, car Hubert a de quoi s'exprimer au travers de ses propres créations et il n'a pas fini de nous surprendre. Bonjour Hubert Le Gall, merci de nous accueillir et de nous consacrer un peu de temps dans la version française. Bonjour. On parle de vous souvent comme un inclassable. Vous êtes aussi bien scénographe que designer, que sculpteur. Comment vous définirez-vous Justement, quelques phrases. j'apprécie beaucoup l'idée qu'on ne puisse pas me mettre dans un tiroir. Et c'est réellement ma nature, c'est-à-dire que j'aime effectivement toucher à beaucoup de choses différentes. J'aime me remettre en question très souvent. J'aime avoir le sentiment de toujours avancer. Donc n'essayez pas de me faire entrer dans un tiroir. Vous aimez détourner les objets. Vous trouvez que peut-être parfois on est trop classique, on est trop sérieux dans notre mobilier, dans notre façon d'habiter. Et vous avez envie de mettre un grand vent de fraîcheur là-dedans, de bousculer un peu les codes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'emprunter au passé, de le redigérer et d'en refaire autre chose. Quand j'ai démarré mon travail, j'étais très inspiré par le travail de Burne-Jones et de William Morris en Angleterre, qui ensemble mélangeaient peinture, sculpture, meubles, donc la fonction. Et en fait, c'est là que j'ai trouvé la raison pour laquelle je fais du meuble. C'est pourquoi je travaille avec la fonction. J'aurais pu simplement peut-être devenir peintre, comme je l'ai été au départ, peut-être sculpteur. De temps en temps, je tends à faire des choses qui sont sans fonction, mais ça c'est voilà quand j'arrive au bout de mes idées. Mais j'aime cette idée que finalement l'art décoratif possède tout en lui. Vous avez dit un jour qu'entre Geppetto et Pinocchio, vous êtes plutôt Pinocchio que Geppetto. Or, c'est lui qui fait quand même les je meubles. me suis amusé un petit peu de cette idée. Pinocchio, c'est un peu le designer. C'est celui qui raconte des histoires. C'est moi. Et donc, je disais au départ d'une des expositions que j'ai fait récemment, je pensais être Geppetto, c'est-à-dire je pensais faire du meuble. En réalité, je suis Pinocchio, je raconte des mensonges, je vends tout sauf un meuble, c'est-à-dire je vends du rêve, je vends une illusion, je vends plein de choses. Et d'ailleurs, quand nous-mêmes, quel que soit l'objet qu'on achète, il vous ressemble. Quand vous avez créé un objet, un fauteuil, un meuble, quelque chose, c'est difficile de le lâcher? Vous êtes... Moi, non. J'ai cette chance, je suis toujours dans l'objet qui arrive. Je n'ai aucun mal à faire partir certains objets, bien que je vis au milieu de mon univers. Peut-être que c'est aussi le temps de les digérer, le temps de les comprendre, le temps d'être... et puis aussi il faut que je garde un peu une trace de ce que je fais. Mais moi, c'est vraiment... Ce qui m'intéresse, c'est l'objet, c'est le futur. Je regarde très très peu dans le passé, enfin dans mon passé. Je regarde dans le passé de l'histoire de l'art et tout. Mais au fond, ce que j'ai fait... voilà, je l'ai fait. Comme je suis toujours dans ces sentiments d'expérimentation, de rechercher, c'est ça mon moteur.
Alors le passé des autres, c'est votre autre métier, vous êtes scénographe. Comment vous commencez une scénographie? Par l'objet, par les œuvres ou par le lieu? Mon travail de scénographe est un travail très intuitif. C'est-à-dire que, effectivement, on me donne une liste d'œuvres, je connais le lieu a priori, et tout de suite je me mets en tête l'histoire que j'ai envie de raconter. Un début et une fin avec des temps forts, des temps plus tranquilles, avec des regroupements, des œuvres qui s'isolent. Donc tout ce qui m'importe, c'est de comprendre les œuvres et de les mettre au mieux pour avoir de l'émotion. C'est ça qui est intéressant. C'est quand quelqu'un sort d'une exposition et vous dit « Ah, je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'était une exposition magnifique ». Et les gens ont l'impression qu'on n'a pas touché au volume, qu'on a à peine mis des couleurs et tout, alors que tout ça est un travail de longue haleine, de détails, et tous ces détails que vous ne voyez pas mais que vous ressentez, c'est ça le travail de scénographe. Pour terminer, Hubert, un projet qui vous habite en ce moment, là tout de suite. Je suis très intéressé à l'idée de travailler en collaboration avec des grandes manufactures de porcelaine, de verre, pour finalement avoir accès à ce savoir-faire que je n'aurai jamais entre mes mains, mais que j'aurai à travers les mains d'artisans. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est toucher encore des nouveaux matériaux, continuer dans le verre, toucher la porcelaine, aller vers d'autres horizons. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Classé number 1, le premier arrondissement cumule le Louvre pour les monuments, l'île de la Cité pour les balades ou encore les Halles pour le shopping. Et c'est pas tout, on a plein de lieux encore à vous faire découvrir. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Direction le premier, riche en attractions touristiques et culturelles, comme le Jardin des Tuileries, le Louvre, l'île de la Cité ou encore les Halles. À 2 pas du ministère de la Culture se trouve l'Anticafé. Ici, on casse les codes avec un modèle économique surprenant et inédit en France. On ne paye pas les produits consommés, mais le temps passé sur place. 5 € de l'heure avec accès au Wi-Fi, à la photocopieuse, mais aussi boissons chaudes et froides, encas, fruits et légumes frais. C'est quelque chose dont j'ai besoin moi-même. Quand je suis venu à Paris il y a quelques années, je n'arrivais pas de trouver un endroit où je pourrais me poser tranquillement sans être demandé de libérer la table pour un déjeuner au bout de 30 minutes. Un endroit où je pourrais passer du temps avec mes amis sans boire de la bière, ou un endroit où je pourrais juste rencontrer d'autres gens étrangers, d'autres entrepreneurs, ou juste les gens avec qui ce serait intéressant pour moi d'échanger. Entre l'espace de coworking et le salon de thé, l'endroit permet aux cadres, entrepreneurs et étudiants d'échanger, une sorte de communauté avec ses habitués. Nous avons des clients habituels qui reviennent parfois jour à jour, qui ont leur table préférée, qui demandent à nos baristas de le garder. En fait, ce qui est intéressant, nos clients arrivent de construire des relations avec nos équipes, aussi bien que d'ailleurs parmi les clients. Donc ils viennent le matin, ils savent que leur table préférée à côté de la fenêtre sera déjà réservée. Ils l'attendent, leur boisson préférée aussi sera prête dès qu'ils viennent et ils se sentent un peu comme à la maison. Ce service simple et flexible attire chaque jour de nouveaux curieux et le succès est au rendez-vous avec d'autres anti-cafés qui voient le jour en France et à l'étranger. Entre la rue de Rivoli et l'île de la Cité, on trouve le quai de la Mégisserie. Situé entre le Pont Neuf et le Pont au Change, c'est l'un des premiers quais construits à Paris avec celui des Grands Augustins. On y trouve des boutiques de fleuristes. Sur le trottoir, bourgeons, fleurs, arbres et bulbes colorent le passage. Beaucoup de touristes curieux et d'habitués viennent faire un tour sur ce quai. Les immeubles sont cachés par le feuillage de hauts platanes centenaires avec pour vue la Seine et la conciergerie. À l'époque, les mégissiers travaillaient les pots, mais ils furent chassés hors de la ville à cause de l'odeur que cela dégageait. Aujourd'hui, il fait bon de déambuler sur ce trottoir rempli de fleurs, avec une belle vue au bord de la Seine, où les bateaux passent leur chemin. Direction le plus vieux théâtre de Paris, le théâtre du Palais Royal.
Il a été construit en 1783 par la Montansier, une dame qui adorait le théâtre. Les plus grands ont joué ici. Gérard Poirier, Michel Serrault, Maria Pacôme, Sacha Guitry ou encore Louis de Funès. À cette époque, on ne disait pas « on va voir telle pièce ». On disait « on va voir Pierre Brasseur, on va voir Maillan, on va voir Poiret ». Maintenant, il y a très peu de têtes d'affiche qui vous remplissent 700 places. C'est un spectacle. C'est la beauté, c'est l'ensemble, c'est les décors, c'est la mise en scène, c'est les comédiens. Ici, il y a aussi le foyer, une salle pour faire patienter le public. Avant, il y avait un bar et aujourd'hui, on vient pour admirer l'endroit. Regardez les fresques, regardez en face. Vous avez le ministère de la Culture, le Conseil d'État, la Comédie Française. Voilà où habitait Colette, voilà où habitait Cocteau, à côté. C'est des lieux extraordinaires. C'est lui qui choisit les pièces qui vont être présentées, celles qui auront du succès, qui seront jouées de septembre à juin, toute une saison. Alors allez vite regarder la programmation, rien que pour le lieu, ça vaut le détour. Lorraine Collin sculpte le papier. Son travail est infiniment délicat, subtil et puissant. Cette jeune créatrice puise dans son parcours et ses passions l'essence de son art. Une vraie et belle découverte. Lorraine Collin, c'est elle. Une jeune artiste délicate qui, après des études d'architecture d'intérieur et design à l'école Penningen, s'est petit à petit consacrée à une technique très spécifique qu'elle a développée. La voilà aujourd'hui artiste et auteure de ses fascinantes réalisations en papier. Papier sculpté, c'est le nom de sa première exposition à la galerie Dutco dans le 6e arrondissement de Paris. De loin, on dirait des feuilles blanches, sans rien, mais la réalité est tout autre. C'est ma première exposition personnelle à Paris. Donc j'ai travaillé plus de 6 mois pour réaliser l'ensemble de ces œuvres-là. 6 mois de travail pour des créations subtiles et très techniques qui ont tout de suite tapé dans l'œil de Jean-Jacques Dutco, directeur de la galerie. Alors, Lorraine Collin est une découverte récente et c'est un travail tout à fait personnel qui m'a beaucoup plu. Lorraine propose aux collectionneurs de placer l'œuvre comme ils veulent, par un éclairage d'un côté, par l'éclairage d'une fenêtre, de la lumière du jour. Ça lui donne une autre perception. Des œuvres riches donc et protéiformes que Lorraine réalise dans son atelier à Paris. Au départ de ce savoir-faire très particulier, une passion pour le matériau papier qui l'a toujours fascinée. Il suffit de voir comment elle en parle. Il y a tellement de papiers différents. Il y en a qui viennent d'Inde, d'autres de Corée. Enfin, ça vient de partout. Ils ont tous un savoir-faire. Ça, c'est magique parce qu'on peut passer des heures au niveau du toucher du papier, son odeur aussi. C'est ça qui me plaît énormément. C'est tout ce que ça représente, tout ce que ça réveille comme sensation. Aujourd'hui, il est devenu son outil de travail. Non pas seulement un support, mais un volume à part entière, pour ce qu'elle assimile à des bas-reliefs. Le papier n'est pas du tout appliqué, rajouté. C'est vraiment l'épaisseur même du papier qui est décollée légèrement, mais qui reste solidaire du support. Donc pour moi, en plus, un bas-relief, dans les églises, ça raconte une histoire. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a une question aussi d'ombre et de lumière. Oui, car la lumière fait partie intégrante de ses créations. Une préoccupation héritée entre autres de sa formation d'architecte d'intérieur. Je travaille toujours plein sud, la lumière vient raser le papier et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la conception de chaque bas-relief, je vais tourner mon format et le regarder vraiment à la lumière parce que c'est ça qui va donner vraiment le volume. En fonction de la lumière, sa puissance, son orientation et sa couleur, les papiers sculptés changent d'apparence. Je vais travailler le papier d'une certaine manière, mais il peut se lire dans tous les sens. Donc le principe, c'est que moi, je ne signe que derrière le bas-relief, déjà pour ne pas induire un sens de lecture. Comme ça, on peut le retourner et voir quelque chose de différent aussi. Une liberté d'interprétation laissée aux gens qui les regardent, comme une feuille blanche sur laquelle chacun peut projeter ce qu'il veut. Le blanc, c'est aussi la perspective d'une œuvre apaisante, un point important pour Lorraine qui, sans jamais rien faire de figuratif, puise son inspiration dans le Japon et tout ce qui est naturel. Au départ d'une œuvre, le choix du papier.
Ni dessin ni croquis, tout juste une vague idée, un mouvement. Parfois il y a une petite idée de départ et parfois il n'y en a pas du tout et c'est vraiment l'inspiration du moment. En général, l'artiste part du centre et rayonne tout autour pour un travail d'une précision chirurgicale. Au sens propre, car les outils de Lorraine, ce sont des scalpels. Et c'est parti pour une nouvelle commande. Pour cette œuvre-là, il faudra compter entre 80 et 100 heures de travail et quelques douleurs au coude. Un savoir-faire dont Lorraine est fière et que ses clients recherchent. Ils ont envie de voir un travail qui est un savoir-faire. Et c'est ce qui fait que finalement, certaines personnes vont vouloir en acheter une ou ça va les impressionner parce qu'ils vont se dire « moi-même, je ne peux pas le faire ». Elle s'essaye désormais à la couleur, au cuir, à la céramique et n'est pas à court d'idées pour diversifier son art. C'est sûr, Lorraine ne souffre pas du syndrome de la page blanche. Version française est déjà terminée. J'espère que cette émission spéciale design vous a plu. On se retrouve très vite avec style. Bye!